Boker Tov, je vais vous faire une confidence. Je souffre du syndrome de l'imposteur comme beaucoup de femmes et c'est très difficile de parler après Georges Bensoussan, donc souhaitez-moi bon courage. Alors, ce colloque mis en place par Micha s'intitule Sous le signe de Sion. C'est un titre magnifique que je suggère de préciser au regard même de ce que Micha a dit, c'est-à-dire de le préciser, d'en préciser la formule, hein, sous le signe de la guerre pour Sion ou sous le signe de la guerre existentielle pour Sion. Et je rappellerai que ce matin encore, la guerre n'est pas finie. On a annoncé la chute d'un soldat réserviste, le sergent-chef Ephraim Yona Feldbaum, âgé de 37 ans, père de 5 enfants, que sa mémoire soit bénie, que son sang soit vengé. Et évidemment, c'est sous le signe de la mémoire d'Ephraim et des soldats et des soldates de Tsahal, morts ou au combat, qu'il nous est offert l'honneur et le privilège ce matin de parler de Sion. Je souhaite, je souhaite réfléchir avec vous. Je n'ai aucune réponse, je n'ai que des questions. Euh, Réfléchir avec vous sur le nexus ou l'articulation entre trois notions dont l'entrelac, en réalité, conditionne à mes yeux la survie tant physique et spirituelle de Sion. Il s'agit de la souveraineté politique, de l'autonomie stratégique et de la solitude imposée ou élective d'Israël. Et je préfère entrer dans le vif du sujet par le terrain. Je fréquente des personnes du terrain au quotidien, par les exigences pressantes du réel, auxquelles fait allusion de manière sibylline, en réalité, notre Premier ministre, dans des formules qui choquent parfois le public, mais qui en réalité réfèrent toutes à la même question, au même nœud dont je souhaiterais parler. Première formule, Israël doit devenir une super Sparte. Deuxième formule, exprimée également par notre Premier ministre, Israël doit acquérir ce qu'il a appelé est un Atzmaout amiftsaït, son autonomie opérationnelle. Et enfin, lors de la cérémonie du 76e anniversaire de l'État d'Israël, Atzmaout, a-t-il dit, il est agen alenu bekochot atzmenu, l'indépendance, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie se défendre par nos propres forces. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, derrière Sparte, qui a choqué le public, évidemment, derrière cette métaphore historique, il y a cette mise en relation nécessaire et potentiellement fatale en temps de guerre longue, souveraineté politique, autonomie stratégique. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? On entend la liberté de choix, la liberté d'un pays souverain dans l'initiative stratégique, laquelle repose sur un impératif opérationnel, c'est-à-dire l'autonomie capacitaire, tant offensive que défensive, dans la production, le développement, mais aussi, et très important, la maintenance des plateformes et des armements. Ces mots résonnent puissamment avec le nouveau concept de sécurité nationale ou la nouvelle réflexion sur la Tfissat Habitachon, le concept de sécurité nationale articulé par le professeur Eviatar Matania, selon laquelle Israël doit renforcer son Atzmaut Rimushit, c'est-à-dire son autonomie dans la production, l'acquisition, le développement des armements, sa capacité à produire et à maintenir et améliorer ses propres systèmes de défense. Et si vous voulez, cette réflexion fait écho au très beau livre de Daniel Siboni sur les non-dits d'un conflit, dans lequel il fait part de cette réflexion. Il dit que cette guerre, au fond, aura été un miroir grossissant de problèmes enfouis. Et l'un de ces problèmes
qui existait avant le 7 octobre, mais qui a été révélé au plein jour depuis, et le nexus entre la souveraineté politique et l'autonomie stratégique. Autrement dit, la question de savoir si l'État juif, redevenu souverain après 2000 ans d'exil, est aussi capable de se défendre matériellement, technologiquement, stratégiquement par ses propres moyens. Car en réalité, l'accès à la souveraineté politique d'Israël fut une révolution copernicienne pour la civilisation juive en son entier. Elle incarne ce que le professeur Yossi Schein a appelé Hamea à-Israélite, le siècle israélien. Mais il y a un paradoxe, et je dirais même une forme de mystère dans l'accès à cette souveraineté politique, à mesure que celle-ci s'est affirmée, à mesure qu'Israël a survécu contre toute attente après une série de guerres multifronts et existentielles, y compris les guerres longues depuis le 7 octobre. Le public n'en est pas conscient ici, mais à quelques instants, nous avons été dans une situation de guerre existentielle. En réalité, à mesure qu'Israël s'est imposé comme une puissance régionale, honnie et crainte, si puissante que l'Iran a dû, pendant des années, mobiliser des proxys autour d'Israël et à l'intérieur d'Israël pour en venir à bout d'Israël. L'idée étant que l'Iran ne pourrait pas le faire tout seul dans une guerre directe. Donc c'est évidemment le signe d'une montée en puissance. Donc, à mesure de cette montée en puissance militaire, euh, l'autonomie stratégique de Jérusalem ne s'est pas renforcée, mais en réalité, elle s'est érodée. Elle s'est érodée en raison d'un mouvement adopté soit par inertie, par automatisme ou par choix, de mise en dépendance, de mise sous dépendance croissante, stratégique et opérationnelle vis-à-vis de l'allié américain. Au vrai, quand l'État a été fondé en 1948, cette question de l'autonomie s'est posée avec acuité. Dans les 18 premiers mois de son existence, Israël a au début poursuivi une politique de neutralité active entre les puissances, incarnant ainsi les réflexions des maîtres du Talmud qui avaient très tôt saisi l'impossibilité d'un compromis entre le système de la politique de Dieu et le système de la politique de l'homme, et dont le conseil à Israël était de suivre une politique de neutralité totale, de solitude élective. Et comme le rappelle Dan Avni Segré, Moshe Charet, à l'époque, dans ses 18 premiers mois de la création d'Israël, avait même inventé un terme, celui de non-identification de l'État juif avec des systèmes politiques existants, avec des alliances existantes. Et cette non-identification fut abandonnée en 1950 en faveur de l'alignement avec le bloc américain au temps de la guerre de Corée. C'est à ce moment précis que, de manière insidieuse, sans qu'on s'en aperçoive exactement, un mouvement de basculement a commencé dans l'identité politique et stratégique Israël, même si cette logique de l'alliance allait se révéler bien plus tard dans des phases plus avancées de la guerre froide, lorsque la rivalité américano-soviétique allait pleinement se jouer sur l'échiquier moyen-oriental dans les années 60 et 70. Et donc, et c'est bien le naturel des lois du monde, la souveraineté politique et l'autonomie stratégique ne sont pas allées de pair. Elles ne sont pas allées de pair sur le terrain. Israël s'est imposé dans sa souveraineté, mais s'est mis en situation de dépendance, en tout cas partielle et à certains moments critiques, quant à son autonomie stratégique. Mais sur la scène anachronique et métaphysique de l'histoire de l'avancée du peuple juif, cette mise en dépendance était en réalité contre nature et son piège se révèle pleinement à présent. Je n'ai pas beaucoup de temps, donc fast forward. Je vais revenir à l'image de Donald Trump qui a parlé il y a quelques jours à la Knesset. Certes, Mark Eisenberg, vous avez raison, il faut parler aux puissants dans le langage des puissants.
mais il y avait un parfum, selon la belle formule d'Éric Méchoulan, du souverain visitant les confins de l'Empire, les confins d'une province, à tel point que je me suis dit, sur la place des otages en voyant ce discours, qu'on pourrait se demander s'il faut vraiment maintenir les frais de la chancellerie, de la présidence israélienne, tant le centre de gravité, en tout cas au niveau rhétorique, semblait ailleurs ce jour-là. Cette dépendance, évidemment, n'est pas uniquement idéologique. Bon, on pourrait parler des cadres de pensée de la communauté stratégique israélienne, c'est un de mes dadas, mais je n'ai pas le moment. Mais elle est surtout technologique, scientifique et industrielle. Le cœur de la puissance de frappe d'Israël, ses avions, ses systèmes de défense, ses réseaux de commandement, sont complètement imbriqués dans le complexe militaro-industriel américain. Et le jour où nous aurons un autre président, eh ben, comme vous disiez, Éric Danon, on sera mal barré. Ainsi, le paradoxe est cruel. Plus Israël se projette comme puissance régionale, plus il lutte pour préserver sa marge d'autonomie stratégique. Évidemment, c'est sujet à débat. On pourrait en discuter. La question est complexe, mais je parle d'une tendance de fond. Et de là découle le défi central du second siècle israélien. Si l'on pose comme postulat que le maintien de la souveraineté d'Israël est la condition même du maintien de l'être juif, physiquement et spirituellement, alors l'objectif suprême de la nation doit être de préserver un degré, et là on n'est pas dans un système de pensée binaire, ce n'est pas 0 ou 1, mais un degré d'autonomie stratégique et opérationnelle suffisant pour demeurer souveraine et assez dissuasive pour survivre dans un environnement où, comme plaisantait Kissinger, un environnement si terrible, si féroce, que comme plaisantait Kissinger, l'ennemi de mon ennemi au Moyen-Orient est aussi mon ennemi. Et ce défi, évidemment, n'est pas propre à Israël. Hier, je discutais avec une délégation de militaires estoniens. Ils viennent en Israël pour apprendre ce concept, comment on se débrouille avec de tels voisins. Et je leur posais cette question, je leur disais, bon, allez, euh, une attaque de millions de drones russes, qui est leur scénario, comment vous vous débrouillez? Et ils me disaient, pour nous, la question, c'est de survivre les premières heures de cette attaque, parce que nous savons que l'OTAN est derrière nous. Donc pour nous, c'est de survivre le premier coup, le coup d'envoi, qu'il s'agisse de drones, qu'il s'agisse d'une invasion hybride, qu'il s'agisse d'une invasion depuis la mer Baltique, etc. Ce n'est pas notre privilège. Nous, on ne peut pas survivre les premières heures. On n'a pas une alliance militaire derrière nous. En tout cas, elle ne sera pas garantie à tout instant. Évidemment que ce défi n'est pas propre à Israël. La France se pose les mêmes questions. Elle a des problèmes capacitaires complexes dont Éric Danon pourrait parler. La Finlande se pose les mêmes questions. Mais pour Israël, l'enjeu n'est pas seulement existentiel, il est également métaphysique. Et là, je voudrais revenir à un texte magnifique que j'ai redécouvert grâce à ma mère, Solitude d'Israël, données et débats, le 15e colloque des intellectuels juifs de langue française, paru juste après euh, le moment où en réalité tout allait basculer, c'est-à-dire le 10 novembre 1975, résolution de l'ONU, dont on va fêter les 50 ans, sionisme égale racisme. Et dans ce colloque, il y a un texte absolument sublime que je vous invite à lire de Dan Avni Segré, intitulé Israël face à sa solitude, dans lequel il parle de deux modalités de la solitude d'Israël, texte talmudique à l'appui. Il y a tout d'abord la solitude, bon, je vais vous lire, il y a la solitude institutionnalisée par la tradition. Mais il y a deux solitudes. La solitude forcée, bon, celle de l'embargo, celle d'un Israël ghettoisé, isolé parmi les nations, face à la haine de la rue, aux lâchetés diplomatiques, aux cynismes électoraux, aux embargos plus ou moins assumés. Et il y a la solitude élective,
celle d'un Israël non conformiste, détesté pour sa singularité, mais fidèle à sa vocation. Et il dit, Dan Avni Segré, lorsque Moïse l'exhorte à choisir entre existence et non-existence, euh, lorsque Moïse l'exhorte à choisir entre la bénédiction et la malédiction, la vie, la mort, il s'agit de la mort morale et non pas physique. Au peuple béni, ou peut-être maudit, par une longévité qui échappe aux lois de l'histoire, le seul choix permis est entre une existence aristocratique, acceptée, voulue, le peuple qui réside seul, d'après la prophétie de Balaam, et la solitude imposée, la ville populeuse, assise solitaire, d'après les lamentations de Jérémie. Donc, ou bien solitude dans le consentement de son sort, vécu sous ses propres tentes, ou bien solitude dans la douleur du mendiant qui frappe aux portes que les autres lui claconnaient. Et à cela, et je terminerai là-dessus, donc dans ce choix entre solitude imposée et solitude effective, évidemment, le seul chemin qui s'impose à nous ou imposé par l'histoire, c'est celui de la solitude élective pour laquelle nous devons mobiliser tous nos cerveaux et nos capacités industrielles et nos synergies civiles, militaires et gouvernementales. C'est un autre sujet, mais je voudrais finir par un conte chassidique qui donne une réponse à mes questions. Un conte chassidique relate l'histoire d'un roi qui assistait au défilé du régiment de sa garde. 999 soldats marchaient en cadence. Un soldat, au milieu du régiment, allait à un pas différent, perturbant la marche de toute l'unité. Le roi le fit appeler et lui demanda où il avait trouvé le courage de se conduire de la sorte. Je l'ignore, lui répondit le soldat. J'étais trop absorbée par moi-même pour m'en apercevoir. Et Israël, évidemment, est ce soldat dissident, absorbé par lui-même. Et la meilleure réponse à ce nexus, à cet imbroglio entre souveraineté politique, autonomie stratégique et solitude, c'est celle de la dissidence. De garder cet état de dissident, seul mobilisant toutes ses ressources, aux côtés d'autres dissidents très courageux qui soutiennent notre dissidence. Et je voudrais rendre hommage ici à Céline Pina, ici dans la salle, qui est une grande dissidente et qui nous donne de l'espoir. Et je terminerai sur les mots du Rav Sachs. La différence entre l'espoir et l'optimisme, vous savez ce que c'est? Il dit, le Rav Sachs, que l'optimiste dit tout ira bien. Et celui qui a de l'espoir, la Tikva, il dit nous allons travailler ensemble pour que tout aille bien. Donc merci Céline Pina.